Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hugues Chéron et je travaille actuellement à l'Université de Florence au Centre linguistique. Depuis une dizaine d'années, je m'intéresse à l'intercompréhension entre langues romanes, étant moi-même de formation romaniste. Et euh, depuis de nombreuses années, je me suis demandé pourquoi on n'avait pas davantage développé euh, l'intercompréhension orale. En fait, il y a une espèce de paradoxe dans la définition même de l'intercompréhension qui se réfère à une pratique ancestrale, euh, au fait que deux personnes puissent communiquer chacune en parlant sa langue, et, euh, et le fait que dans les faits, on travaille surtout sur l'écrit. Donc on s'intéresse davantage à la compréhension écrite, hein. On travaille beaucoup sur des textes. Il y a également des activités qui sont proposées sur différents sites qui ont trait à la compréhension orale, mais il y a très peu finalement de choses sur l'interproduction. Donc, c'est-à-dire, on n'apprend pas réellement aux apprenants, dans les activités qu'on propose, à pouvoir réellement interagir à l'oral avec d'autres locuteurs de langue latine. Et donc, j'avais envie de développer cet aspect-là. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une espèce de petit guide, hein, quelque chose de très simple, mais qui pourrait peut-être être des clés qui pourraient servir aux enseignants et aux apprenants, évidemment, et à toutes les personnes qui souhaitent pratiquer l'intercompréhension à l'oral lorsqu'elles se déplacent à l'étranger, par exemple, dans toutes les situations où on est amené à communiquer avec des personnes ne parlant pas notre langue. Euh, alors, voilà, je vous ai préparé un petit document, PowerPoint. Euh, je vais m'exprimer à la fois en français et en italien, qui sont les deux langues romanes que je maîtrise. Et le document vous proposera également d'autres langues romanes, mais que je ne parle pas, ou pas assez bien en tout cas pour vous faire un exposé. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé beaucoup à la compréhension écrite et pas tellement à la compréhension orale? Ben, il se fait que l'oral est plus variable que l'écrit, hein. Il y a des phénomènes comme l'accent, la prosodie, le débit, qui font que l'oral est moins fixé. L'écrit est plus conservateur de manière générale. Les conventions graphiques sont plus conservatrices que le système phonologique qui évolue beaucoup beaucoup plus rapidement et qui est soumis à la variation. Euh, il y a le fait aussi qu'en intercompréhension, mais tout comme enfin, dans l'apprentissage de toutes les langues en général, l'oral présente une difficulté dans le sens que l'oral, par essence, est volatile, hein. Il se, il se caractérise par son caractère évanescent. Et donc, dans un dialogue, on n'a pas le temps de, de réfléchir, on ne peut pas demander à son interlocuteur de s'arrêter constamment, on ne peut pas revenir en arrière, alors que dans un texte, c'est tout à fait possible. S'il y a un mot qu'on ne comprend pas, on peut continuer et puis éventuellement revenir en arrière, hein. Il y a le fait aussi donc que l'oral est finalement plus stressant que l'écrit parce qu'il est plus direct, hein. Et un autre, une autre explication, c'est également le fait que les mots seront beaucoup moins identifiables à l'oral qu'à l'écrit parce qu'il y a des phénomènes de liaison ou d'enchaînement qui se produisent et donc on n'arrive pas toujours à distinguer les mots les uns des autres. Allora, come possiamo fare per farci capire da qualcun altro che non parla la stessa lingua, oppure come fare a capire le parole che sono espresse in un altro idioma? Allora, innanzitutto ci sono i presupposti, no? Per praticare l'intercomprensione bisogna avere la volontà di comunicare. Noi lo possiamo chiamare l'intenzionalità, cioè bisogna avere l'intenzione e la volontà di comunicare. Questo vuol dire che ci sono degli sforzi da fare, no? Bisogna in qualche modo collaborare. Lo possiamo chiamare il principio di cooperazione, no?
bisogna anche ovviamente accettare il principio stesso dell'intercomprensione, cioè il fatto che ognuno parla la propria lingua. Se uno non accetta questo principio e decide di parlare una lingua terza, che spesso è l'inglese, a questo punto non c'è più intercomprensione, per cui non ha più senso. C'è anche un altro criterio, che spesso ci dimentichiamo nelle lingue straniere, il fatto di accettare di non capire tutto. A volte uno si ferma su una parola perché non la capisce, in verità noi dobbiamo andare avanti e accettare di capire il senso globale. Quindi io ho il diritto a capire una frase in modo approssimativo. D'autres règles de base qui font partie, disons, de la communication, pas seulement en intercompréhension ou dans les langues, mais de manière générale, c'est être, évidemment gentil, être poli avec, ses interlocuteurs et être, respectueux de la différence. Accepter l'autre tel qu'il est avec ses différences linguistiques, ses différences religieuses, ses différences, sexuelles et cetera. Et cela peut impliquer aussi le fait de connaître, un peu les codes culturels. Heu, on ne dit pas bonjour de la même manière dans tous les pays, on ne mange pas à la même heure, on ne remercie pas forcément de la même façon. Donc il y a toutes sortes de codes culturels heu, que si on les connaît, c'est un atout en plus et cela favorise la communication. Il y a un autre facteur également, c'est ce qu'on appelle la proxémie, c'est le fait de maintenir, une distance correcte avec son interlocuteur. On sait qu'il y a des pays, les pays nordiques notamment, où on on se tient à une certaine distance de la personne avec qui l'on parle, tandis que dans les pays méditerranéens ou, en Afrique par exemple, on a tendance à réduire cette distance. Alors passons à des conseils, hein, que ce sont en fait, des stratégies que vous allez pouvoir utiliser pour communiquer de manière efficace avec, des personnes ne parlant pas votre langue, en particulier des, personnes qui parlent des langues affines. Alors il y a bien évidemment le contexte qui entre en ligne de compte, c'est-à-dire le fait que, je suis, le fait d'être dans un restaurant, va induire un certain type de lexique, un certain type de communication et je m'attends très bien à ce que mon interlocuteur, à ce moment-là, ne parle pas de botanique ou de zoologie, hein. On sait très bien qu'à ce moment-là, c'est un certain type de mot qui va, heu, entrer en ligne de compte. Passons aux éléments verbaux. Qu'est-ce que je peux faire pour communiquer de façon efficace? La prima cosa è usare un lessico trasparente. Cosa vuol dire trasparente? Cioè un lessico comprensibile, che non sia opaco. Ad esempio il lessico panromanzo. Lessico panromanzo vuol dire un lessico che è comune a tutte o quasi tutte le lingue romanze. Ad esempio, vélo in francese non è comprensibile, però se io utilizzo bicyclette, probabilmente altri interlocutori romanzi possono capire, l'oggetto al quale mi riferisco. Oppure veloce in italiano non è trasparente, per cui potrò usare rapido, che sarà capito ad esempio da un ispanofono o da un francofono. Oppure meia deleite, che non è molto trasparente, per gli altri locutori, caffè invece è una parola che tutti possono capire. Ça veut dire aussi qu'on peut utiliser, par exemple, un lexique international. Nous savons tous qu'il y a des mots qui sont identiques ou presque sur, sur tout le globe. Et donc, utilisons ces mots-là. Hôtel, taxi, café, dont nous parlions, juste avant, téléphone, radio, sont des mots que tout le monde, ou presque, peut comprendre. Et donc, utilisons-les. Il faut également éviter d'utiliser des noms propres. Par exemple, en fait, certains noms de personnalités, certains noms de villes, sont traduits ou alors sont prononcés de manière très différente. Donc cela peut, freiner la compréhension. Alors dans ce cas-là, il vaudrait mieux soit utiliser le nom original, donc par exemple prononcer le nom de la ville,
dans sa langue originale, ou alors faire, par exemple, une périphrase, hein, dire la reine d'Angleterre, le président de la République de la France, etc. Et c'est beaucoup plus compréhensible. Un'altra cosa che possiamo fare è la riformulazione. Riformulare vuol dire trovare sinonimi, usare ad esempio un iperonimo, dire in modo diverso, fare una definizione ad esempio. Quindi se ad esempio la parola chiave, clau, che forse non è trasparente per tutti, basta dire questo è l'oggetto per aprire la porta e tutti i locutori latini possono capire. Oppure pareil, in francese pareil non è trasparente, per cui posso usare similaire, identique. Similaire, ad esempio, è molto facile da capire, anche perché spesso l'inglese molte persone lo conoscono, e in inglese si dice similar, per cui è facilmente comprensibile, anche da locutori non romanzi, ad esempio. On peut éventuellement, de temps à autre, utiliser une troisième langue. Alors évidemment, je vous ai dit au début que ce n'était pas le principe de l'intercompréhension, mais il n'est pas interdit de temps à autre d'utiliser une troisième langue. Ça peut être une langue romane, mais ça peut être également même une langue qui n'est pas romane, par exemple, je sais pas moi, tuclin dans ce cas-ci, pour dire limpiar en espagnol. Tuclin, c'est un mot qu'en général, beaucoup de gens connaissent. Ou alors, par exemple, cassé en français, qui n'est pas transparent, rotto en italien, c'est pas facile à comprendre, ou peut-être que dire caput, ça peut être un mot qui est assez facilement compréhensible. Pour les francophones, attention, évitons les sigles, les abréviations, les truncations, parce que nous savons très bien que le français tend à utiliser énormément de mots abrégés, et donc évitons de dire ciné pour cinéma, etc., parce que ça freine la compréhension, ou tout ce qui est, disons, les sigles, acronymes, etc. Usiamo anche delle onomatopee, perché a volte sono molto comode. Sono molto comode, è più facile dire ad esempio boom oppure "sht", si capisce molto meglio, no, e questo vale anche ad esempio per gli animali. Sappiamo benissimo che, anche se cambia un pochino da una lingua all'altra, però a volte, imitare il grido di un animale può essere un modo di farsi capire plus facilement, non? Utilisons également un langage neutre, donc il faut éviter le jargon, tout ce qui est du langage familier, parce que l'argot, hein, parce que ce n'est pas en général facilement compréhensible. Par exemple, le mot cigarette il existe des mots dans le jargon, en argot dans différentes langues, et mieux vaut utiliser le mot standard qui peut être beaucoup plus facilement compris. Possiamo anche ripetere una parola, ovviamente. In intercomprensione si ripete, no? Perché così ci sono più possibilità di capire. Ripetere vuol dire anche evitare di usare i pronomi, perché a volte i pronomi tendono a nascondere poi il nome ai quali si riferiscono. Per cui è meglio ripetere un nome proprio oppure un sostantivo, e così la conversazione, la frase è più chiara. Ovviamente ripetere fino a un certo punto. Se dopo 2 o 3 tentativi vedete che il vostro interlocutore non capisce, cambiate tattica e usate una tattica di cui abbiamo appena parlato. Bisogna anche evitare le espressioni idiomatiche, quindi tutto quello che non è da prendere in senso proprio, ma nel senso figurato, perché queste espressioni, anche se alcune sono simili in varie lingue, possono però creare un filtro et bloquer la compréhension. Alors passons aux éléments non verbaux et paraverbaux. Et c'est peut-être la partie, disons, la plus intéressante, parce que toute la gestuelle, toutes
toutes les expressions faciales vont intervenir dans un processus de communication et ce sont souvent des aspects qu'on aborde peu dans la didactique des langues parce qu'on considère en quelque sorte que c'est peut-être un peu superflu, hein. Or, il est important de sensibiliser les apprenants au fait que dans une communication interviennent d'autres éléments que simplement les éléments verbaux. Mmh. Alors, la première chose à faire, c'est évidemment de parler assez lentement et de bien articuler. Euh, les professeurs le savent bien, il est important de se faire comprendre et donc ça passe également à travers un rythme, disons, adéquat. Ça ne veut pas dire qu'on doit parler comme à un enfant, mais ça veut dire qu'on doit simplement adapter son rythme. Mais la conversation, le dialogue doit rester authentique et doit rester naturel, hein. Donc il faut vraiment trouver un juste équilibre. Ovviamente bisogna anche accentuare l'espressione del viso, fare delle mimiche, no, perché questo aiuta a far capire all'interlocutore o all'interlocutrice, che siamo arrabbiati, che siamo tristi, che siamo stupiti. Quindi bisogna forse un pochino accentuare une intercompréhension, no? Il faut également mettre l'accent, placer l'intonation sur les termes les plus importants. Par exemple, en italien, si on dit: «Ma tu sei d'accordo?» hein, on met l'accent sur le fait que c'est toi. «Mais toi, tu es d'accord avec ça?» «Quando arrivano i tuoi genitori?» hein, quand ils arrivent quand tes parents? Hein, donc pour montrer à la personne que le mot important, c'est vraiment, la personne a envie de savoir, à quelle heure arrivent tes parents. On peut également faire des gestes, c'est même, conseillé. C'est très utile, notamment pour indiquer, un nombre. Les gestes, vont être en fait une espèce d'auxiliaire, de soutien à la communication et vont permettre, à la personne qui s'exprime de vraiment combler peut-être les lacunes, les manques, heu des phrases en fait, du verbal, hein. Attention parce que les gestes ne sont pas les mêmes dans toutes les cultures et donc ça peut être parfois une source de malentendus, mais il y a quand même des gestes qui sont internationaux et qui peuvent facilement être utilisés, surtout entre locuteurs de langue latine, parce qu'il y a quand même, j'ai envie de dire, des gestes pan-romans ou presque universels d'une certaine manière. Regarder évidemment la personne, avec laquelle on parle, c'est d'abord un geste de respect, mais c'est aussi, démontrer à la personne que qu'on est attentif à ce qu'elle dit et que l'on fait un effort pour la comprendre, hein. Aiutarsi, se possibile, anche di oggetti. L'esempio tipico è l'orologio. Se voglio chiedere l'ora, basta che io faccia questo e la persona capisce. Oppure se voglio proporre qualcosa da bere a qualcuno, la persona non mi capisce, per cui basta prendere un bicchiere, una tazza e la persona capisce quello che voglio proporre, no? Quindi gli oggetti, se ce ne sono attorno a voi, usateli. Possiamo anche usare un supporto visuale, ad esempio possiamo scrivere, possiamo fare un disegno, uno schemino. Questo può aiutare a farsi capire. Quindi usiamo tutti questi strumenti che permettono di, completare, un dialogo e di agevolare il dialogo, la conversazione, no, lo scambio. On peut également, vérifier la compréhension, c'est-à-dire, s'assurer que notre interlocuteur ou interlocutrice a compris, qu'elle est en train de suivre la conversation. Parce que si cette personne ne comprend pas ce que nous avons dit, il se produit parfois un effet en cascade, c'est-à-dire qu'après je poursuis, la personne comprend de moins en moins et donc il faut en quelque sorte, retourner en arrière et repartir à zéro, hein. Ça veut dire aussi que votre interlocuteur, doit donner une confirmation, hein, doit dire: «J'ai compris» ou «Je n'ai pas compris, est-ce que tu peux répéter?» C'est important en tout cas de vérifier à un moment donné le bon fonctionnement, de la communication.
Voilà, c'était quelques conseils que j'ai voulu, vous donner, une espèce de kit de survie. Alors la liste évidemment n'est pas exhaustive, il y a d'autres techniques, mais c'est disons un résumé des conseils que je voulais vous donner pour pratiquer l'intercompréhension à l'oral. C'est J'espère que toutes ces stratégies vous permettront de communiquer de façon efficace. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos réflexions et éventuellement même à ajouter quelque chose ou à me corriger si vous avez remarqué par exemple des erreurs au niveau de la langue, puisque je ne maîtrise pas toutes ces langues romanes. Mais voilà, j'espère que ça peut être utile à la fois aux enseignants et à toute personne de manière générale qui souhaite pratiquer l'intercompréhension. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne pratique de l'intercompréhension.